Merci, chers collègues. La parole est à Madame Agnès Canayer pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la crise de Covid-19 a durement frappé la France et le monde depuis 2 ans. Elle n'est pas terminée, mais son bilan humain et social est déjà lourd. Toutefois, ses conséquences ne sont pas limitées au seul domaine de la santé publique et ont pu se révéler particulièrement redoutables dans certains territoires fragiles. C'est le cas des nombreuses collectivités ultramarines, souffrant de problèmes économiques et sociaux profonds. Un taux de chômage élevé, notamment chez les jeunes, une forte dépendance des circuits économiques, un coût de vie élevé, l'insuffisance de certains services publics, un manque de confiance dans les institutions. Les constats ne manquent pas. Encore récemment, la commission des lois du Sénat a étudié une proposition de loi dont l'objectif était de rénover le service public de l'eau en Guadeloupe. Ces problématiques ne sont pas nouvelles, monsieur le ministre, et la crise sanitaire n'a fait que les renforcer. Le débat d'aujourd'hui prend tout son sens au regard des événements récents que nul n'ignore ici. Un mouvement social important qui s'est déclenché en Guadeloupe et en Martinique, dépassant rapidement la question originelle de la vaccination des soignants. Ce mouvement s'est malheureusement accompagné d'actes de violence et de destruction que nous devons collectivement condamner. Et je voudrais ici rendre hommage aux forces de l'ordre engagées en Outre-mer pour restaurer le calme et la tranquillité. Lors de votre très récent déplacement, monsieur le ministre, en Martinique, vous avez d'ailleurs laissé entrevoir une possibilité d'adaptation de l'obligation vaccinale. Peut-être pourriez-vous nous préciser si cette adaptation s'imposera après la date du 31 décembre, celle du report de l'obligation vaccinale. Dans ce contexte, l'outre-mer français a besoin d'un engagement ferme de la part des pouvoirs publics. Cet engagement doit se traduire au niveau national par une véritable vision pour la France d'outre-mer, avec un renforcement indispensable de la compétitivité des économies de ces territoires, ainsi que de leur lien avec leur environnement régional. Il est aussi essentiel de renforcer la sécurité publique en outre-mer pour éviter la répétition de ces scènes de violence, comme celles qui nous ont tant choqués ces derniers jours. Mais interrogeons-nous aussi sur la méthode à employer, car ici, au Sénat, Chambre des territoires, écho des collectivités, notre ambition doit être de passer par les collectivités ultramarines elles-mêmes, car un pilotage depuis Paris serait une nouvelle fois incompris et inefficace. Plutôt que d'ouvrir à la va-vite un débat sur l'autonomie, il serait peut-être plus sage de s'appuyer avec bon sens sur les travaux du Sénat en matière de décentralisation et de différenciation. Ces travaux existent et je pense notamment aux 50 propositions pour le plein exercice des libertés locales présentées par le président Larcher. Elles doivent ainsi aiguiller l'action future avec des volontés de séparatisme, des volontés de séparatisme et d'indépendance. Après tout, ce sont bien les départements et les régions qui portent les politiques sociales et économiques. C'est pourquoi ouvrir la voie à des statuts sur mesure permettrait aux collectivités ultramarines de disposer de marges de manœuvre renforcées, en particulier pour adapter les normes nationales aux réalités locales. Ce statut serait alors la première pierre de la différenciation, car vous le savez, il n'y a pas un outre-mer, mais des outre-mer. Ainsi, prévoir le vote annuel d'une loi d'actualisation du droit d'outre-mer faciliterait la mise en œuvre des politiques locales, tant par les élus ultramarins que par les administrations déconcentrées de l'État. Elle assurerait le lien et la cohérence entre les politiques publiques et les spécificités locales. Par ailleurs, afin de répondre à la crise avant qu'elle n'ait lieu, il est temps de disposer d'une meilleure courroie de transmission entre les collectivités ultramarines et le gouvernement, notamment lorsque les premières souhaitent formuler des propositions de modification législative. Il y a donc beaucoup à faire, monsieur le ministre, vous le savez, dans cette France tout entière, riche de ces territoires ultramarins. Les problématiques structurelles concernant le nombre des territoires ultramarins sont restées largement les mêmes durant le mandat et devront tôt ou tard être traitées afin de rétablir aussi la confiance, afin qu'elle ne devienne totalement rompue. Je vous remercie. Merci, chers collègues.